Madame, Monsieur, bonsoir. Le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, Charles Millon, votera Jacques Chirac à l'élection présidentielle. Après le renoncement de Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing, il nous expliquera pourquoi. Il est l'invité de ce journal de 20 h. Dans le journal également, la mort de l'aventurier Paul-Émile Victor. Il avait 87 ans. Une nouvelle manifestation des fonctionnaires en Corse. La mise en examen pour homicide volontaire de la jeune lycéenne de Vendeuvre. La journée internationale de la femme. Les révélations de Jean-Pierre Bernès, l'ancien bras droit de Bernard Tapie, à quelques jours de l'ouverture du procès de l'affaire OM Valenciennes. Et puis à la fin du journal, les championnats du monde de patinage artistique qui se sont ouverts à Birmingham, en Grande-Bretagne. Existe-t-il dans la vie d'un homme d'autre idéal que celui de réaliser ses rêves? L'explorateur Paul-Émile Victor rêvait de découvrir l'Antarctique et de finir sa vie en Polynésie. Il aura été le premier à hisser le drapeau français en terre Adélie et il s'est éteint à 87 ans dans le lagon de Bora Bora. Françoise David. Il voulait, disait-il, avoir le temps de vivre, de lire, de réfléchir, d'écrire, de dessiner aussi. Et c'est au soleil de Polynésie, dans son île toute proche de Bora Bora, que Paul-Émile Victor a rédigé ses derniers ouvrages, ses récits d'explorateurs, de découvreurs des mondes glacés que sont les pôles. Car cet homme-là a su réaliser ses rêves. Pendant toute ma jeunesse, j'ai rêvé, comme tous les gosses. Et en particulier, je rêvais d'aller soit en Polynésie, en Océanie, dans le Pacifique, soit dans les régions polaires. Si la chance et les occasions se sont présentées de telle façon que finalement j'ai obliqué vers les régions polaires dès 1934, c'est parce que j'ai rencontré Charcot. Sur le pourquoi pas, parrainé par le grand explorateur, il prend la direction du Groenland. Le continent blanc devient alors son domaine. Il le parcourt en tous sens, en traîneau à chien, hiverne avec les Esquimaux, séjourne en Laponie. Il dit pratiquer l'ethnologie amoureuse. En 1947, Paul-Émile Victor fonde des expéditions polaires françaises. Elles se rendent d'abord dans l'Arctique, puis rallient le pôle Sud. En 1950, PEV, comme on le surnomme familièrement, et ses hommes installent sur ce petit bout de glace appelé la Terre Adélie une base scientifique. Chercher, essayer, oser, entreprendre, voilà, je crois, la grande leçon des pôles, disait l'explorateur, qui tirait lui-même le bilan de sa vie. L'aventure, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui doit être enrichissant pour soi, utile pour les autres, et qui comporte néanmoins une petite part de risque. Et si on arrive à réunir tout cela, alors on ne meurt pas. Les vieux aventuriers ne meurent pas, ils disparaissent. Ils s'évanouissent. De ses très nombreux voyages au pays des Esquimaux, Paul-Émile Victor avait ramené une foule de documents qu'il commentait lui-même. Écoutez et regardez. Après la traversée du Groenland, je suis resté seul une année, adopté par une famille Esquimau, fils de la famille Esquimau parmi les Esquimaux, à tel point qu'au bout de 2 ou 3 mois, mes amis Esquimaux ne se sont même plus aperçus que j'étais autre chose que l'un des leurs, sauf peut-être par mon accent quand je parlais leur langue, et le fait que j'étais un petit peu plus grand, un petit peu plus pâle, et que je savais faire un certain nombre de nœuds qu'ils ne savaient pas faire. La structure sociale des Esquimaux n'est pas une structure communiste, c'est une structure communautaire qui a merveilleusement bien fonctionné, à tel point que quand il y a quelque chose à manger pour les uns, il y a toujours quelque chose à manger pour d'autres. On dort n'importe où, n'importe comment, dehors, entre des rochers, entre des cailloux. Il faut être tellement pris par ça, aussi pris que par le fait d'être amoureux d'une jolie fille. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Le corps de Paul-Émile Victor sera immergé au large de Bora Bora comme il l'avait souhaité. L'actualité de ce mercredi nous ramène en Corse, 4e semaine de grève dans la fonction publique, ponctuée aujourd'hui par une manifestation à laquelle ont participé à Ajaccio plusieurs milliers de personnes. Sur place, Léo Lamberton et Bruno Giraudon. Les oreilles de Charles Pasqua ont dû siffler cet après-midi. Les fonctionnaires corses n'ont pas du tout apprécié les propos du ministre de l'Intérieur. Récemment, il a déclaré que ses compatriotes n'étaient absolument pas raisonnables. Il a trahi ses frères et nous a mis en garde ce matin. On est libre de défiler. Ce devait être la démonstration de leur force et sur un point la manifestation a réussi, la mobilisation.
Venus de toute l'île, 7000 fonctionnaires environ ont défilé dans les rues d'Ajaccio pour être entendus par le gouvernement. Je pense qu'il faut qu'il nous prenne au sérieux. S'il n'a pas compris aujourd'hui, s'il n'y a pas eu suffisamment de bruit à ce monde dans la rue, il ne comprendra jamais. Depuis une semaine, toujours les mêmes revendications. Ils veulent que la Corse soit classée en zone 0, zone de vie chère, comme les Îles-de-France ou la Provence. Ils obtiendraient ainsi des indemnités substantielles. Et ils refusent les augmentations de primes que leur propose le gouvernement. Le gouvernement, il veut nous jouer la carotte. Nous, on n'en veut pas de sa carotte. On veut l'égalité. Paris et les Alpes-Maritimes comme la Corse. Exactement. Quant aux badauds, ils sont plutôt partagés sur le conflit. C'est une très belle chose. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ici les traitements ne sont pas en rapport avec la cherté de la vie. Et on est pris en otage dans un circuit que nous on ne maîtrise pas du tout. Donc on est obligé de laisser faire. Depuis 10 jours, la plupart des administrations sont en grève. On annonce un blocus de l'île à partir de lundi. L'ambiance est tendue. On craignait des débordements cet après-midi. Mais un événement imprévu a refroidi les ardeurs. Un orage s'est abattu sur Ajaccio. Et ça, les manifestants ne le savaient pas, leurs collègues de la météo étant eux aussi en grève. La tempête sur les marchés monétaires pour enrayer la chute du franc. Intervention de la Banque de France qui a décidé ce matin de relever de 2% son taux d'intervention à 24 heures. Notre monnaie était au plus bas ce matin, un nouveau record, 3 francs 59 pour 1 mark. Avant d'œuvre, Leïla, la jeune meurtrière présumée de l'une de ses camarades de classe, a été mise en examen pour homicide volontaire. Et malgré son âge, 14 ans, le juge d'instruction a décidé de la maintenir en détention à la prison de Nancy. Éric Lemasson et Sylvain Gauthier. Après 24 heures d'une garde à vue où elle a avoué avoir étranglé Sabrina dans les toilettes du collège, les voitures de police ont conduit ce matin Leïla à la cité judiciaire. Comme sur une criminelle ordinaire, les portes de la justice se sont refermées et le juge d'instruction lui a signifié sa mise en examen pour homicide volontaire. Mais c'est comme une enfant de 14 ans que Leïla a pleuré devant le juge, sans apparemment réaliser, dit son avocat, la portée de son geste. Aujourd'hui, le juge d'instruction nous a promis de tout faire pour que dans les meilleurs délais, on sache ce qui s'est passé dans ce lycée, que l'on recherche toutes les responsabilités et surtout, je crois, qu'on cherche ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune fille, car on ne peut pas comprendre qu'une enfant ait pu commettre un crime comme celui-ci. La jeune fille a été placée en détention provisoire. La loi l'autorise dès l'âge de 13 ans. Décision du juge d'instruction pour éviter que Leïla ne commette de nouvelles violences ou bien une fugue. L'instruction permettra de cerner sa personnalité, puis devant un tribunal pour enfants, Leïla encourra 20 ans d'emprisonnement si elle est reconnue coupable du meurtre de sa camarade de classe. Sabrina, elle, avait 13 ans. Ce terrible drame ramène sur le devant de la scène le problème de la violence dans les établissements scolaires. En début de semaine, à Perpignan, cette fois, un adolescent a été violemment agressé par 4 élèves de son lycée. Colère et émotion des lycéens et de leurs parents. À Perpignan, Arnaud Boutet et Gilbert Usan. David se porte mieux, mais peut difficilement sourire. Il vient d'être opéré à l'hôpital, un nez cassé et des contusions au visage pour s'être interposé face à un collégien qui importunait sa copine. J'ai reçu un coup avec un objet métallique et dans le nez, après je suis tombé dans les pommes. J'en ai vu qu'un, mais on m'a dit que c'était à peu près 3 ou 4, c'est tout ce qu'on m'a dit. L'altercation concerne des collégiens du même établissement. Elle s'est déroulée ici pendant la récréation, lundi matin. Les 4 agresseurs de 14 et 16 ans ont été entendus par la police, puis ramenés à leurs parents. 3 d'entre eux seront expulsés de leur classe de 5e, 4e et 3e. Une mesure qui dévoile un véritable malaise. Le collège, situé en zone prioritaire, accueille une population défavorisée, dont une centaine d'élèves gitans. Par exemple, quand il y a un jeune qui a un pain au chocolat ou quoi, ils ne veulent pas lui donner, ils viennent l'agresser avec un couteau, ou sinon ils le frappent à plusieurs. Est-ce que tu as peur? Si je suis tout seul? Ouais, si je suis tout seul, oui. Le collège souhaite qu'il y ait un moins fort pourcentage d'enfants en difficulté dans le même établissement. Il serait souhaitable de répartir sur, peut-être pas l'ensemble des établissements de la ville, mais sur un plus grand nombre d'établissements, ce type d'enfants à problème. En attendant, et pour éviter toute agression, les camarades de classe de David restent en bande, même au collège. Mais pour la 2e fois de la semaine, ils envisagent d'organiser un grand rassemblement, une marche contre la violence, avec tous les enfants du quartier. En pleine campagne électorale, Édouard Balladur, une nouvelle fois mis en cause. L'attaque ne vient pas cette fois des autres candidats, mais du Canard enchaîné. L'hebdomadaire révèle ce matin qu'Édouard Balladur a réalisé entre 1977 et 1986
une plus-value de 2 500 000 francs sur la vente d'actions de la société informatique GSI dont il a été le PDG. Le Premier ministre confirme, mais les versions divergent sur la transparence dans laquelle s'est effectuée cette vente. Thierry Curté. Pour devenir ministre des Finances en 1986, Édouard Balladur quitte la présidence d'une filiale du groupe CGE appelée GSI. C'est un siège qu'il occupe depuis 1977. Il avait acquis au fil des années 2000 actions qu'il revend en devenant ministre. D'après le Canard enchaîné, il ne les aurait en fait pas vendues, mais confiées à un autre dirigeant, ce qu'Édouard Balladur conteste ce soir. Il reste cependant président d'honneur de GSI. Un an plus tard, alors qu'il est ministre des Finances, il privatise la CGE. En 1988, Édouard Balladur quitte le gouvernement, redevient député et retourne à GSI, cette fois-ci comme conseiller auprès de son président. Cette année-là, Édouard Balladur rachète 4000 actions de la société, actions qu'il revend 5 ans plus tard, en 1993, alors qu'il devient Premier ministre. Il avait jusqu'à aujourd'hui toujours refusé de dire combien lui ont rapporté cette vente et quel était son salaire. Selon le Canard enchaîné, ce salaire était de plus de 100 000 francs par mois, ce que le Premier ministre confirme ce soir. Quant à la plus-value sur la vente des actions, elle serait toujours, selon le Canard enchaîné, de 2,5 millions de francs. Aujourd'hui, le Premier ministre s'explique pour la première fois dans le détail. Dans cette affaire, j'en ai quand même un peu gros sur le cœur. J'en ai un peu gros sur le cœur. Parce que personne n'a jamais fait preuve, je n'hésite pas à le dire, d'autant de scrupules et d'autant de soucis d'intégrité. Et je répète que si j'avais conservé tout ça, aujourd'hui, personne n'en parlerait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, pour mettre un point final, peut-être pas pour vous, peut-être, mais pour moi, pardonnez-moi. Vous publierez votre patrimoine ? Absolument. Je le publierai dans les jours qui viennent. D'ailleurs, ce ne sera pas compliqué. Mon patrimoine, notre patrimoine à ma femme et à moi est pour l'essentiel le sien, quelqu'un de sa famille. Nous avons un appartement à Paris, pour lequel j'ai emprunté il y a 25 ans. D'ailleurs, c'était l'époque où on pouvait emprunter plus facilement qu'aujourd'hui. Une maison à Deauville, tout le monde le sait. Je répète que pour l'essentiel, tout ça est la propriété de ma femme. Un chalet à Chamonix pour lequel j'ai emprunté il n'y a pas très longtemps. Et nous avons ensemble, et c'est pour l'essentiel à ma femme, un compte d'obligation, puisqu'elle aussi a vendu tout ce qui lui venait de sa famille. Elle n'a plus un seul titre. Comme ça, on est bien sûr qu'on ne peut pas reprocher je ne sais quelle manipulation. Et Édouard Balladur d'ajouter, ce n'est pas parce qu'on est en campagne que tous les coups sont permis. Reste une question, pourquoi avoir tant tardé à s'expliquer sur cette affaire s'il est aussi limpide ? Philippe Séguin continue de mener campagne pour Jacques Chirac et donc contre Édouard Balladur. Il l'a fait seul en fin d'après-midi à Nice, une réunion électorale au cours de laquelle il n'a pas mâché ses mots. À Nice, Jean-Baptiste Prédaly et Didier Baume. C'est presque plus fort que lui. On avait peu entendu Philippe Séguin ces jours-ci, mais lorsqu'il s'agit de repartir à l'attaque pour le compte de Jacques Chirac, lorsqu'il s'agit de jouer les premiers lieutenants ferrailleurs, le président de l'Assemblée nationale sort de sa relative réserve. Il y a 2 jours seulement, Édouard Balladur était à Nice. Alors à Nice, ce soir, Philippe Séguin a fait de l'anti-balladurisme. C'est qu'ils sont nombreux, vous savez, ceux qui ne connaissaient de la démocratie que les apparences. Et j'imagine que la vie devait leur sembler belle, quand il n'y avait pas de campagne, quand il n'y avait pas à s'expliquer devant les Français. Maintenant, il leur faudrait parler, s'exprimer, tenter de convaincre. Mais il n'y arrive pas. Alors il polémique. Et il croit sincèrement bien faire en polémiquant. Et cette salle en conserve encore l'écho. Alors je suggère pour ma part qu'on leur pardonne. Qu'on leur pardonne leurs énervements. Quand on fait ses premiers pas, et c'est le cas pour beaucoup, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient malhabiles. Édouard Balladur et son entourage ne sont pas nommés mais amplement visés. Sous-entendu, côté chiracien, une campagne, on sait faire. Et pour cette campagne, Philippe Séguin est toujours prêt, comme il le dit, à rendre service. Puis dans un entretien au Figaro qui paraîtra demain, Charles Pasqua, partisan d'Édouard Balladur, affirme que la réconciliation entre balladuriens et chiraciens se fera sans difficulté dès le soir du premier tour, face à Lionel Jospin que le ministre de l'Intérieur voit de toute façon participer au second tour. Charles Millon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, président du conseil régional Rhône-Alpes, et vous venez de déclarer officiellement votre soutien à Jacques Chirac dès le premier tour. Est-ce que les sondages ont joué un rôle dans votre décision ? C'est une plaisanterie. Tous ceux qui me connaissent savent très bien que je détermine mes positions en fonction de mes convictions, et certainement pas en fonction des fluctuations des sondages. Si j'avais dû suivre les sondages,
J'aurais été, il y a 3 mois, dans l'entourage d'Édouard Balladur pour soutenir sa candidature. Aujourd'hui, je fais un choix qui est un choix de conviction. J'ai souhaité durant des semaines, des mois, j'allais même dire des années, qu'à cette élection présidentielle, il y ait un candidat UDF. Aujourd'hui, la situation ne le permet pas. Eh bien, j'ai entre 2 candidats issus du RPR. J'ai fait un choix, je voterai Jacques Chirac. On va en venir aux convictions et au fond. Vous avez l'impression que Valéry Giscard d'Estaing a complètement fermé la porte, qu'il ne se présentera pas quoi qu'il arrive? Je crois que Valéry Giscard d'Estaing était très clair. Il a dit que dans les conditions actuelles, il ne participerait pas à cette élection présidentielle. Et croyez bien que lorsque je l'ai vu hier, j'ai eu un triple sentiment. Un sentiment de déception, un sentiment de tristesse, et puis un sentiment, une très grande émotion. Tout d'abord, une déception, car cette élection présidentielle de 1995, c'est l'élection de l'UDF. En effet, tous les thèmes qui sont débattus, construction européenne, réforme de l'État, innovation sociale, expérimentation, ce sont tous les thèmes fondateurs de l'UDF. Et l'UDF ne sera pas présente. Donc, un grand sentiment de déception, sentiment de tristesse aussi, car s'il n'y a pas de candidat UDF à cette élection, c'est la conséquence, c'est le résultat de petites lâchetés accumulées par des petits responsables politiques qui ont préféré la petite sécurité à la grande aventure. Et puis enfin, une grande émotion. Lorsque j'ai été bouleversé comme la plupart des Français, lorsque j'ai vu Giscard annoncer qu'il ne participerait pas à cette élection présidentielle. Parce qu'il est évident que j'ai pris la mesure du rôle unique que Valéry Giscard d'Estaing peut remplir ou remplira demain pour le rayonnement de la France et son redressement. Alors justement, venons-en au fond et aux convictions dont vous parliez. Quelle garantie vous avez obtenue de la part de Jacques Chirac sur ces grands problèmes, sur l'Europe, sur la réforme? Commençons par l'Europe. Est-ce que vous l'avez rencontré aujourd'hui, Jacques Chirac? Tout d'abord, j'ai rencontré Jacques Chirac à plusieurs reprises avant de prendre ma décision. Comme d'ailleurs, j'ai rencontré Édouard Balladur durant les 2 ans écoulés à plusieurs reprises. Mais si vous voulez bien, je voudrais vous dire selon quels critères j'ai pris ma décision. Puisqu'il y a des critères. Et il y a 4 critères qui m'ont amené à prendre cette décision. Le premier critère, c'est la volonté de réforme. Oui, la France est dans une situation relativement grave. Je l'ai écrit, je l'ai dit. J'ai même comparé la période actuelle à une période telle que 1958, avec une crise institutionnelle, une crise morale, une crise politique, une crise sociale et économique, et qu'il va falloir faire des réformes de fond. Oui, mais donc une volonté de réforme. Oui, attendez, laissez-moi d'abord dire les 4 critères. Premier critère, volonté de réforme. Deuxième critère, c'est une capacité de mobilisation et de rassemblement. Et pas une capacité d'établir un consensus. C'est-à-dire de mobiliser les Français pour pouvoir mener à bien ces réformes. Le troisième critère, c'est la prise en compte des idées fondamentales de l'UDF. C'est-à-dire l'impartialité de l'État, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Deuxièmement, la construction européenne. Et puis, troisièmement, la décentralisation. Et puis le 4e critère, c'est le respect de l'UDF. Vous savez, moi j'ai constaté depuis un certain nombre de semaines ou de mois que certains voulaient annexer, sinon même coloniser l'UDF. Je préfère un partenaire, et c'est ce que Jacques Chirac m'a garanti, qui respecte l'UDF. C'est-à-dire que l'UDF, eh bien, gouvernera la France avec le RPR, quoi, l'UDF, les hommes politiques qui viennent de l'UDF ou du RPR à parité. C'est mes 4 critères. C'est des 4 critères importants et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Jacques Chirac. Alors sur l'Europe, prenons point par point, on ne pourra pas malheureusement tous les évoquer ce soir, mais sur l'Europe, vous demandez une monnaie unique avant l'an 2000. Est-ce que vous avez obtenu de Jacques Chirac la garantie? J'ai obtenu de Jacques Chirac la garantie que le traité de Maastricht serait appliqué scrupuleusement. Et qu'il y aurait... Tout le monde n'a pas toujours dit ça au RPR. Non, mais moi, personnellement, j'ai rencontré le candidat. Une élection présidentielle, c'est un candidat. Ce n'est pas un parti politique. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et seuls ceux qui ont choisi Édouard Balladur me l'ont expliqué avant, puisqu'ils ont choisi un candidat issu du RPR. Et quand je leur discutais de ce point de là, ils m'expliquaient les élections présidentielles, c'est un homme, un programme et le peuple français. Donc j'ai rencontré le candidat qui m'a certifié, qui m'a garanti qu'il respecterait scrupuleusement l'application du traité de Maastricht. Sur la réforme dont on parlait tout à l'heure, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre disent que les réformes nécessaires à la France ne sont pas possibles actuellement. Est-ce que vous pensez que Jacques Chirac est lui en mesure de mener ces réformes? Je pense que Jacques Chirac est sans doute celui qui a compris aujourd'hui qu'il y avait une certaine angoisse dans le peuple français,
par rapport à une égalité des chances qui n'est plus garantie, par rapport à une équité qui n'est plus respectée, et qu'il faut aujourd'hui mobiliser le peuple français, et je suis prêt dans ce domaine-là à participer à cette mobilisation pour pouvoir rétablir ce pacte républicain, ce pacte d'égalité des chances et d'équité. Je l'ai fait au niveau de ma région, je souhaite participer à une action au niveau de la nation. Qu'est-ce que vous reprochez à Édouard Balladur? Oh, ce n'est pas un reproche, je l'ai soutenu d'une manière très loyale durant 2 ans comme Premier ministre. Il y a quand même eu pas mal d'attaques. Mais une élection présidentielle, ce n'est pas un quitus donné à un gouvernement. C'est un choix par rapport à une vision de la France, à une conception de la réforme, à une conception de l'action, et qu'entre 2 candidats issus du RPR, eh bien, je suis plus proche de la capacité d'action, de mobilisation, de rassemblement de Jacques Chirac que celle d'Édouard Balladur. Les giscardiens n'ont pas toujours été en phase, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les chiraciens dans l'histoire politique de notre pays. Est-ce que votre ralliement à Jacques Chirac en annonce d'autres dans le camp des giscardiens? Je pense qu'il y aura un certain nombre de députés et un certain nombre de responsables politiques qui, partageant mon analyse, feront savoir durant les jours à venir qu'ils soutiendront Jacques Chirac et participeront à sa campagne. Mais vous savez, ce n'est pas un soutien irréfléchi, c'est un soutien réfléchi. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, discuté avec le candidat, nous avons conclu un certain nombre de points et nous sommes décidés à mettre en œuvre une politique qui soit conforme aux idéaux que nous avons et que nous avons toujours respectés, oui, et que nous comptons toujours respecter. Et les composantes de l'UDF qui soutiennent Édouard Balladur n'ont pas tardé à réagir à votre annonce et demandent immédiatement votre démission du poste de président du groupe UDF à l'Assemblée? Oui, je crois d'abord qu'il faut savoir que le président du groupe parlementaire est élu par les parlementaires et que ce ne sont pas les dirigeants des partis politiques qui décident du président du groupe parlementaire ou pas. D'ailleurs, François Léotard le sait bien. Et puis d'abord, qui vous dit que parmi ceux qui aujourd'hui réclament officiellement ma démission, qui vous dit qu'il n'y en a pas qui ont déjà demandé officieusement à rencontrer Jacques Chirac? Vous avez des noms, vous avez des informations? Non, je n'ai pas des noms, chacun se reconnaîtra. Oui. On a l'impression quand même, avec le renoncement de Raymond Barre, avec le renoncement de Valéry Giscard d'Estaing, il n'y aura pas de candidat UDF dans cette élection, que l'UDF est morte? Oh, pas du tout. Vous savez, l'un des points de la discussion que j'ai eue avec Jacques Chirac, c'était de savoir comment il considérait l'UDF. Car pour moi, il n'y aura pas d'équilibre dans la vie politique si à côté de la formation, le RPR, à côté du Parti gaulliste, il n'y a pas une grande formation de centre droit qui défend ces idées auxquelles je tiens, impartialité de l'État, construction européenne, décentralisation. Et je lui ai demandé quelle était sa conception. Il s'est engagé à mon égard pour qu'il y ait parité. Je dis bien parité dans le gouvernement, dans l'Assemblée, dans la conception de l'organisation de la vie politique entre RPR et UDF. Et je crois que l'un des enjeux de demain, ça va être de rénover ce centre droit, c'est de refonder l'UDF, et que je suis tout à fait décidé, avec Valéry Giscard d'Estaing, en collaboration avec un certain nombre d'hommes politiques de l'UDF, de mettre en œuvre cette refondation dans les meilleurs délais. Merci beaucoup Charles Millon d'avoir été notre invité. Merci. Toujours dans l'actualité de la campagne, un coup de projecteur mené par Dominique Voynet sur le terrain. La candidate écologiste ne ménage pas sa peine entre plongée sous-marine et discours politique. Dans le sud de la France, Agnès Moulinier et Luc Bachofen. Elle n'a peur de rien, même si les sondages restent pour elle au plancher. Dominique Voynet plonge carrément. Elle va vraiment sur le terrain, plus exactement sur le site sous-marin de l'île aux Vieilles, à Saint-Raphaël. Les Verts voudraient le faire classer. Nous considérons comme important le fait que des zones soient préservées de l'activité de la pêche en surface et en profondeur, et aussi pour que ces zones soient préservées de l'activité des touristes. La plongée, le vélo, Dominique Voynet multiplie les prouesses physiques. Il paraît que c'est dans son caractère. Les candidats qui font campagne dans les heures de la République en utilisant les moyens de la République et les candidats qui font campagne avec leur imagination et l'énergie militante des gens qui les entourent, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie de personnes, c'est évident. Un hommage particulier à toutes les Algériennes qui ont payé... Les femmes qui se battent. Aujourd'hui, c'était les Algériennes à qui Dominique Voynet rendait hommage à Marseille pour la journée de la femme. Pour elle, rien n'est gagné, elle se revendique même féministe. Je vais vous faire la bise, Mais à quel homme Dominique Voynet fera-t-elle confiance pour le second tour des présidentielles? Avec qui discutera-t-elle de son programme pour une écologie politique? Jusqu'à preuve du contraire, aucun des candidats des vieux partis ne m'a donné l'impression d'être exagérément sensible à nos préoccupations.
Elle se déclare quand même très déçue par le programme de Lionel Jospin présenté hier. Peut-être parce que c'est de lui qu'elle attendait le plus. Prestation de serment ce matin pour les 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel et notamment pour son président Roland Dumas. Devant François Mitterrand, il a juré de remplir ses fonctions en toute impartialité et de garder secret le contenu des délibérations de ce Conseil constitutionnel. Obligation de prêter serment devant le président de la République avant d'entrer en fonction. Et puis toujours dans les nominations, celle de Bernard Gravé, le nouveau directeur central de la police judiciaire. Il remplace Jacques Franquet qui a démissionné après l'affaire des écoutes téléphoniques, l'affaire Schuller-Maréchal. La journée internationale de la femme célébrée partout dans le monde en ce 8 mars, dans les pays où règne la paix, mais aussi et surtout dans les régions du monde où règne la guerre et la terreur. On pense évidemment à l'Algérie. En 3 ans, la guerre civile a fait 10 000 veuves et 140 000 orphelins. Malgré les risques, un rassemblement était organisé aujourd'hui à Alger. Véronique Tavou. Un tribunal symbolique pour juger les crimes intégristes. Symboliquement, c'est avec des masques de papier que l'on a représenté les auteurs des atrocités dénoncées à la tribune de cette salle d'Alger. Ils ont pour nom Groupe islamique armé, Front islamique du salut. Viols, tortures, assassinats. Depuis 1993, plus de 500 Algériennes ont été tuées victimes des crimes intégristes. 1 minute de silence à la mémoire de ces femmes assassinées. Au même moment, dans la salle d'un hôtel d'Alger, une rencontre-débat avait lieu entre des femmes algériennes et des femmes françaises. Un seul mot d'ordre, la solidarité. Porter comme souvenir les images de ces enfants égorgés, de ces femmes mutilées, de ces femmes qui vivent le drame au quotidien et de toute cette population qui est le peuple algérien qui est en danger, en détresse. Je voudrais tout d'abord remercier les femmes algériennes pour l'exemple qu'elles nous donnent et qui m'émeut beaucoup. D'abord, elles nous donnent un exemple pour les droits des femmes, mais aussi un exemple dans leur lutte contre l'intégrisme, qui est aussi la lutte contre le fascisme. Émotion aussi lorsque l'on parle de cette lente érosion du droit de la femme algérienne depuis la promulgation il y a 10 ans du Code de la famille. Ce code, inspiré de la charia, la loi islamique, légalise la polygamie et autorise la répudiation. Enfin, en Kabylie, c'est sous le signe de la résistance que cette journée a été placée. Rencontre de femmes dans un lieu symbole, Igoujdal, le premier village à s'être organisé pour lutter contre les intégristes. Voilà, nous retrouvons en direct de Lyon Hafsa Sinaï Koudil. Bonsoir. Vous vivez en Tunisie, vous avez quitté l'Algérie il y a quelques mois, je crois, et vous êtes l'auteur d'un film, Le démon au féminin, une sorte d'hommage à la lutte des femmes algériennes. Vous gardez des contacts étroits avec l'Algérie. On a le sentiment que les gestes les plus banals sont devenus aujourd'hui des gestes presque héroïques. Sortir, amener les enfants à l'école. Oui, je voudrais préciser tout d'abord que je ne vis pas en Tunisie de manière continue. Je fais beaucoup de va-et-vient entre l'Algérie et la Tunisie et j'ai choisi donc ce pays pour terminer le scénario du prochain film. Les femmes aujourd'hui en Algérie, c'est vrai que la dame qui parlait juste là avant disait qu'elle donnait l'exemple, c'est vrai qu'elle donne l'exemple. À moi-même, j'ai pris l'exemple de ces petites jeunes filles de 15-17 ans qui chaque jour bravent les islamistes et foncent tête baissée dans la résistance. Ces femmes luttent et font savoir au monde leur refus de l'intégrisme. Il y a souvent des expéditions punitives. Les intégristes arrivent et défoncent les portes. Ils enlèvent des femmes, de toutes jeunes filles, qu'ils séquestrent dans les maquis, qu'ils violent et qu'ils égorgent. Parmi celles qui ont la chance d'en réchapper, elles témoignent. C'est une horreur, c'est un crime contre l'humanité. C'est horrible, mais les femmes continuent tout de même à vivre. Je vous ai dit qu'elles bravaient les islamistes et qu'elles affrontaient la rue devenue aujourd'hui un piège mortel. C'est comme ça qu'elles entendent résister. C'est une résistance active. Elles ne se confinent pas chez elles à la maison, entre 4 murs. Elles affrontent la rue. Elles travaillent.
Elles vont chez le coiffeur, elles vont à l'usine, elles vont à l'école, elles vont à l'université, elles vont faire leur marché. C'est une façon de dire non à l'intégrisme, au fascisme. Madame Voilà. Koudil, oui, vous avez le sentiment que la parole des femmes est la dernière à pouvoir être entendue après l'échec de toutes les négociations, de toutes les tentatives de dialogue? Absolument. Vous savez, pour parler de Rome, je dirais, moi, que c'est une ruse de guerre, une supplémentaire, pour réhabiliter ce parti fasciste, ce parti qui est la négation même de l'individu, de l'être humain. Donc, la solution sera algérienne et elle viendra des femmes qui, elles, résistent aujourd'hui et donnent l'exemple aux hommes de les suivre dans cette bataille. Donc la solution sera algérienne par les femmes qui toujours interpellent le président Yamin Zerwal, ce que je fais moi en ce moment puisque j'ai la chance d'accéder à l'Algérie par la télévision. Donc je dis que les gens ont besoin d'actes concrets pour une volonté de rupture réelle. Elle viendra par Monsieur le Président Yamin Zerwal. Il connaît les assassins du président Boudiaf. Ils sont autour de lui, il les connaît. Il doit les livrer à la justice. C'est ce qui réconciliera les Algériens entre eux et avec leur gouvernement. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Madame. S'il vous plaît, j'aimerais dire qu'un qu'un acte pareil venant du président de la République est 100 fois plus crédible que les présidentielles qu'il entend tenir coûte que coûte. À ce moment-là, les gens croiront réellement qu'il y a une volonté de rupture en Algérie. Et toutes ces jeunes recrues qui viennent grossir comme ça les rangs des tueurs islamistes déposeront les armes et adhéreront aussi bien au pouvoir qu'à la société civile tout entière. Merci beaucoup, Madame. S'il vous plaît, monsieur, c'est juste pour dire, oui. À ce moment-là, le combat contre l'intégrisme cessera faute de combattants. Mais merci beaucoup, Madame il Koudil, est pour votre aujourd'hui indéniable que le pouvoir cesse d'ignorer la société civile parce qu'elle compte, parce que c'est la majorité silencieuse qui aujourd'hui compte en Algérie. On ne peut pas faire fi des Algériens, on ne veut pas composer avec les fossoyeurs de l'Algérie, on ne veut pas s'attabler, et combien le pourrait-on, avec ceux qui assassinent et égorgent des femmes et des enfants. On ne peut pas s'asseoir avec un Heddem qui est un destructeur de la vie humaine, qui est la négation de l'être humain. S'il vous plaît, merci, monsieur, Madame Koudil, vous m'avez offert cette aubaine, s'il vous plaît, je m'excuse. laissez-moi. Voilà, nous sommes obligés d'arrêter ce témoignage, bien évidemment, extrêmement fort, vous l'avez compris, mais pour des raisons de temps, avec Lyon et avec Madame Koudil. À noter que le Nouvel Observateur, qui paraîtra demain, ouvre ses colonnes à des intellectuels, Elisabeth et Robert Badinter, Elie Wiesel, Salman Rushdie ou encore Léonid Pliouch, tous signataires d'un appel en faveur des femmes algériennes et de la lutte qu'elles mènent chaque jour dans leur pays. L'épilogue du feuilleton OM Valenciennes s'écrira en début de semaine prochaine avec l'ouverture du procès de cette affaire qui mêle le sport, l'argent et la politique. À quelques jours du procès, l'ancien bras droit de Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès, publie un livre dans lequel il charge copieusement son ancien patron. Jean-Pierre Bernès, rencontré par Yannick Aroussi et Jacques Garniche. À quelques jours du procès, Jean-Pierre Bernès sort du silence. Ce livre, c'est pour lui avant tout une thérapie, une façon de se raconter et de dire ce qu'il sait de l'affaire OMVA. Ce que je révèle, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai pu voir. C'est que Jean-Jacques Edéli ne dit pas la vérité. Je pense que j'attends justement de ce procès qu'enfin, il puisse dire qui c'est qui lui a donné l'ordre de contacter les joueurs de Valenciennes, qui c'est qui lui a donné l'enveloppe et avec qui il a téléphoné dans la cabine du nouveau hôtel de Valenciennes. Ma situation et mon rôle dans cette affaire est clair, c'est que jamais, en aucun cas, je n'ai été impliqué directement dans la tentative de corruption. Au-delà de sa propre défense, Bernès raconte ses 7 ans passés à l'OM avec Bernard Tapie. Tapie, je serais mort pour lui, dit-il. À l'OM, Bernès a connu d'immenses joies, des doutes, des malheurs, 18 jours d'incarcération, une démission de son poste de directeur général et le sentiment d'avoir été trahi. Je croyais que Bernard Tapie était mon ami, je ne pensais pas qu'il allait me trahir à ce point et qu'il me laisserait tomber comme il a fait. J'ai décidé de couper les ponts avec Bernard Tapie quand, au mois d'octobre, nous avons eu une confrontation avec les dirigeants de Valenciennes
Et quand Bernard Tapie, au cours de cette confrontation, ne se souvenait plus que les dirigeants de Valenciennes m'avaient demandé de faire match nul dans un petit bureau du stade de Valenciennes. Et quand j'ai senti que Bernard Tapie ne se souvenait plus de ça, je me demandais ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer d'avocat, de changer de défense, parce que j'avais une défense, en fait, aucunement une défense individuelle. La défense de Jean-Pierre Bernès sera assurée par Gilbert Collard. Ce qu'attendent les deux hommes du procès, c'est bien entendu la vérité. Bernès réserve quelques révélations au juge de Valenciennes. L'ancien directeur général de l'OM veut défendre son honneur et tenter de retrouver une situation dans le football. C'est le milieu qu'il aime par-dessus tout. C'est avec du patinage artistique que nous terminons ce journal. Les championnats du monde ont commencé aujourd'hui en Grande-Bretagne, à Birmingham. L'heure du rachat pour Philippe Candeloro après son raté des championnats d'Europe, mais il n'est que 5e à l'issue du programme court qui a eu lieu cet après-midi. En Grande-Bretagne, Yann Lavoie et Alain Dubas. Des fleurs, beaucoup de fleurs venues du public anglais pour Candeloro. En revanche, pas une fleur de la part des juges qui ont relégué le Français à la 5e place pour cette faute de débutant sur un double axel. Je crois que c'est mon pied au départ qui a foiré et puis je me suis vu en l'air en me disant putain je vais torcher là, j'essaie quand même de faire mes 2 tours et demi, on sait jamais ça peut passer. Mais ce n'est pas passé. Dommage car Candeloro avait superbement réussi le début de son programme et bien sûr le plus difficile, un triple suivi d'un double. Ce n'était pas la soirée des Européens. Ce programme technique a été survolé par 3 patineurs nord-américains, Davis, Stoshko et Todd Elredge. Il a été remarquable. Il a tenté et réussi 2 fois une combinaison triple-triple. En tête, à l'issue du programme technique, ce nouveau champion des États-Unis visera demain le titre mondial, détenu jusqu'à ce soir par le Canadien Elvis Stoshko. Bien que blessé à la cheville, Stoshko a patiné comme à son habitude, tout en puissance. Son expérience de la compétition fait de lui le favori pour demain. Voilà, dans un instant, la météo de Sophie Davant, puis l'Instit. C'est Philippe Lefebvre qui vous présentera le dernier journal vers 23h50. Demain matin, Télématin, à 13h, Daniel Bilalian. Je vous retrouverai à 20h et c'est M. Philippe Seguin qui sera l'invité de Carnet de campagne vers 20h30. Je vous souhaite une excellente soirée.